Salut tout le monde, ceux qui me suivent sur mon Instagram savent que souvent dans mes stories je fais des petites recommandations sur des films, etc. Et donc tous les ans, souvent je donne des recommandations de films d'horreur ou de films fantastiques, enfin des films qui font peur en tout cas pour Halloween. Et pour ne pas me répéter, cette année je me suis dit plutôt j'allais me consacrer sur, entre guillemets, la fête de la Toussaint, ça veut dire la fête des morts, ça veut dire que je vais parler des morts au cinéma qui m'ont, moi, le plus attristé. Donc déjà je préviens forcément, cette vidéo va y avoir des tonnes de spoilers, forcément, puisque je parle de personnages qui meurent, et qui nous font de la peine. Donc forcément, si ça nous fait de la peine, c'est que c'est des personnages importants, donc forcément, ça touche aux spoilers souvent. Quand des auteurs décident de faire mourir un personnage, ils le font bien évidemment pour que ça nous fasse le plus de peine possible. Et ça marche d'autant plus quand ça touche des personnages d'innocents, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait de mal, ou bien quand ça touche des losers, des gens qui n'ont pas de bol dans la vie. Et donc ça me fait une première petite catégorie, et le premier exemple qui me vient en tête, c'est bien évidemment Elephant Man de David Lynch, avec ce personnage d'attraction de fête foraine. C'est un homme qui souffre de difformité vraiment aiguë, et qui ne peut pas se tenir dans certaines positions, sinon il pourrait même en mourir. Sauf que durant tout le film, en fait, il souffre surtout, non pas de son physique forcément, mais il souffre surtout de ne pas être reconnu en tant qu'homme, parce qu'à l'intérieur, il a un cœur, il a une âme. Et la dernière scène du film nous montrera justement faire quelque chose qui pour nous est totalement basique et normal, c'est-à-dire s'allonger pour s'endormir. Sauf que lui, en fait, on sait que ça va lui être fatal. C'est d'autant plus attristant qu'on sait qu'il fait ça pour ressembler au plus à ce qu'est un humain. Juliette in Love, c'est l'histoire de deux personnages brisés par la vie, donc joués par Francis Ng et Sandra Ng. Donc elle a eu un cancer du sein, on lui a coupé le sein, elle se dévalue beaucoup, elle se trouve pas belle, elle pense qu'elle n'attire pas les hommes, et lui en fait c'est un voyou à la petite semaine. Donc on apprend plus tard qu'il a eu un accident dans sa vie, il était même pas dedans, mais ça l'a impacté, et on sent bien que ça l'a détruit, et lui aussi se dévalue énormément. Et ces deux personnages brisés en fait, qui ne pensent pas pouvoir attirer d'autres personnes, vont être forcés de cohabiter pendant quelques jours pour s'occuper du nourrisson du parrain local avec lequel le héros donc a des problèmes. Et je résume, donc ça se passe dans la maison très modeste de Sandra Ng. Et donc ces personnages apprennent à se connaître, et on se rend compte en même temps qu'eux qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et quand ils s'en rendent compte, il y a une très très belle scène finale où en fait elle se projette à son retour à lui. Sauf que lui ne lui a pas dit, mais il doit effectuer une dernière commande, entre guillemets, une dernière mission pour le parrain local pour éponger ses dettes. Et en fait, ça va mal se passer, il va se faire tuer. Et toute cette séquence-là, elle est extrêmement belle et touchante, parce qu'on est à la fois dans la projection de la fille qui s'imagine son retour à lui, et en fait dans les dernières pensées de lui qui est en train de mourir, qui s'imagine revenir chez elle. Donc c'est un film qui est en même temps poétique, beau, mais aussi très dur. True Detective, mais je ne vais pas parler de la saison 1 qui est la plus connue, mais de la saison 2. Saison 2 qui est pour moi la meilleure saison de toute la série, parce que ça montre des personnages justement de losers, de gens qui galèrent dans la vie, que ce soit le personnage joué par Colin Farrell qui ne sait même pas que si son fils est vraiment le sien, mais lui il a vraiment envie d'être père, il a envie d'aimer cet enfant-là, et donc il se considère tel quel, même s'il ne sait pas si c'est le cas. On le saura à la fin de la saison. Il y a le personnage de Vince Vaughn aussi, qui nous avait montré qu'il était capable de jouer des rôles sérieux, comme dans Section 99, et là il reprend un rôle sérieux, et il a un rôle de malfrat, qui est vraiment très bien écrit. Sa fin est très très belle, comme celle de tous les personnages en fait. Donc c'est une saison à découvrir ou à redécouvrir. Moi je trouve ça très dommage qu'on n'en parle pas plus que ça, qu'on ne parle que de la saison 1, qui est certes réussie, mais celle-là je la trouve beaucoup plus puissante au niveau de l'écriture des personnages. Je vais citer aussi Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. Alors Alain Delon ne joue pas du tout un loser dans ce film-là, mais déjà il aimait beaucoup se montrer mourir à l'écran. Et dans ce film-là, je trouve que sa mort est extrêmement touchante, parce qu'en fait il arrive à incarner un personnage qui perd toute sa majestuosité en un claquement de doigts, c'est-à-dire voilà, le fameux cercle rouge où tous les hommes doivent se rencontrer à un moment donné. Ils se rencontrent, lui il prend une balle, et la façon dont il meurt, c'est vraiment très puissant. Don't you see how clear it all is? Not only can you see the future, I can change it.
Alors ensuite, on peut passer à la mort de personnages qui est montré comme étant un sacrifice. J'ai plusieurs titres qui me viennent en tête, vous aussi j'imagine, et moi ça va être Dead Zone de David Cronenberg d'après le roman de Stephen King, avec Christopher Walken qui a un grave accident de voiture, il tombe dans le coma pendant plusieurs années, et quand il revient à lui, en fait il a acquis un don malgré lui, qui est celui de pouvoir voir le passé des gens et le futur des gens quand il les touche. Et il se trouve qu'il touche la main du futur candidat à la présidentielle, et qu'il voit que ça va être un malade en fait, un malade mental qui va amener à la Troisième Guerre mondiale. Donc en fait tout ce qu'il va essayer de faire c'est d'empêcher cet homme-là d'arriver à la présidence, et en fait il va se radicaliser, et tous les gens autour de lui vont plus comprendre ce qu'il fait, et en fait à la fin il braque son fusil, vraiment comme un assassin, comme un terroriste, il braque son fusil sur le candidat à la présidentielle, mais il ne tire pas, parce que cet homme-là, il prend un nourrisson, il prend un bébé devant lui pour se protéger comme un sale mec, comme un pleutre, et en fait, ce faisant, il se grille totalement, puisque les photos paraissent dans le journal où on le voit en train de se protéger avec un enfant. Sauf que, en contrepartie, Christopher Walken, donc le héros, se prend une balle et meurt, et en fait, personne ne saura jamais qu'il a sauvé l'humanité entière, et c'est une fin vraiment bouleversante pour ça. Stephen King, The Dead Zone. La Ligne Rouge, c'est un film que j'aime énormément, c'est un film de guerre métaphysique, poétique, spirituel, qui est magnifique. Et, tous les personnages sont intéressants, c'est des personnages qui sont face à la guerre, à la dureté de la guerre, à la violence, et en fait qui font face à leur manière. Et j'aime énormément le personnage de Vite, qui est joué par Jim Caviezel, qui est un personnage en fait qui se découvre une espèce de spiritualité pendant ce conflit. En fait, il décide de ne plus faire partie de la guerre, de ne plus jouer le jeu de la guerre, et de braquer son arme sur les ennemis pour se faire tirer dessus et se faire donc entre guillemets suicider. C'est pas vraiment un sacrifice, mais en même temps c'en est un, parce qu'en fait il fait ça pour sauver des vies. Voilà, faut voir le film pour comprendre sa philosophie. Je peux pas parler du thème du sacrifice sans évoquer la série télé sous-cotée, Au-delà du réel, des années 90, qui était un revival d'ailleurs. Alors cette série-là était beaucoup pointée du doigt pour ses effets spéciaux numériques. Bah, c'était les balbutiements du numérique, début des années 90, forcément c'était pas toujours très brillant, surtout quand il n'y avait pas énormément de budget. En revanche, le fond de la série, les histoires, c'était souvent très très bon, voire excellent, et le thème du sacrifice était récurrent. Et chaque épisode en fait se terminait par une voix off, une espèce de morale, de conclusion à l'épisode. Et celle qui m'avait le plus marqué, et je trouve qui synthétise bien l'esprit de la série, c'est celle qui dit le véritable héros est celui qui est capable de se sacrifier pour ses semblables, tout en sachant que ces derniers ne le sauront jamais. Qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. On est dans la science-fiction, je vais forcément parler de Alien 3, qui est un film brillantissime de mon point de vue, que je mets au même niveau que Alien 1, je suis un grand fan de la saga, et Alien 3, c'était le film donc, que Sigourney Weaver a bien voulu signer, si c'était la fin. Donc c'était la fin, donc elle devait mourir. Comment allait-on faire mourir le personnage extrêmement fort et volontaire de Ripley ? Et bah déjà en lui enlevant directement dès le début la petite famille qu'elle avait réussi à se recréer, donc avec le personnage de X et la petite fille Newt, donc on apprend qu'ils sont morts dans le crash du petit vaisseau. Déjà on a une scène extrêmement lourde avec les funérailles des deux personnages sous les yeux de Ripley en pleurs, tandis qu'en parallèle on a la naissance de l'alien qui perfore le thorax d'un chien, ou d'un bovin selon la version que vous regardez. Donc ça c'est déjà très fort. Et David Fincher, d'ailleurs, dont le thème du suicide est récurrent dans l'œuvre, quand on réfléchit, Seven, suicide par procuration, Fight Club, suicide raté, The Game, faux suicide organisé, bref, c'est très récurrent dans l'œuvre de Fincher, et donc dans Alien 3, il décide de faire le suicide, le sacrifice, c'est-à-dire que Ripley elle-même a un alien dans le ventre, et pour ne pas que la compagnie récupère la créature, elle va décider de se jeter dans la fonte. Donc c'était vraiment un film magnifique, magnifiquement funèbre, qui concluait de manière magistrale la première trilogie. Je vais vous citer quelques titres très durs, et pourtant c'est des dessins animés, de la japanimation ou du dessin animé occidental. Le premier qui me vient en tête, c'est The Plague Dogs, c'est un film de Martin Rosen, c'est anglais, c'est 1980 et c'est extrêmement lourd, je peux vous dire, c'est très pesant. Ça parle d'animaux de laboratoire qui arrivent à s'échapper, donc on entend toutes les voix intérieures des personnages principaux, donc qui sont des chiens, mais ils vont aussi rencontrer un renard par exemple.
Et la vie ne leur fait pas de cadeaux. Donc c'est des animaux en plus qui sont diminués, mutilés. Il y en a un qui a du mal à réfléchir parce qu'il se faisait triturer le cerveau. Donc voilà, c'est un film très fort. C'est un film nécessaire, mais c'est un film qui est très dur. Ensuite, dans les univers plombants, on va passer à celui de la Seconde Guerre mondiale au Japon, dans Le Tombeau des Lucioles, de Isao Takahata, qui est un très grand réalisateur. Je conseille aussi Les Voisins, les Yamada, vraiment excellent, beaucoup plus léger pour le coup. Et donc, Le Tombeau des Lucioles, ça raconte ce qui se passait au Japon. Et il y avait des civils qui n'avaient rien à voir avec la guerre, qui ne voulaient pas faire cette guerre. Et bien évidemment, quel type de civil n'a rien à voir avec ça? Les enfants. Il y a Le Tombeau des Lucioles, donc ça se concentre sur 2 enfants, un petit garçon et sa petite sœur. Donc lui, c'est l'aîné, et en fait, il veut à tout prix la protéger. C'est chaud. Hein. Il veut à tout prix la protéger, et en fait, tous les adultes, ils rencontrent finalement très peu d'aide. Les adultes n'en ont rien à faire d'eux, et en fait, ils sont laissés de côté. Personne ne veut d'eux, ce sont des fardeaux. En fait, surtout le grand garçon va essayer de faire en sorte qu'ils s'en sortent. C'est un film très fort, et ça me fait penser à un autre animé japonais, d'après Leiji Matsumoto, donc le papa d'Albator, qui s'appelle The Cockpit, co-réalisé par plusieurs réalisateurs, dont le grand Yoshiaki Kawajiri. Et c'est en plusieurs segments, The Cockpit, mais il y en a un, moi, qui m'a particulièrement bouleversé. C'est le dernier qui raconte l'histoire, en fait, d'un binôme de sidecar qui se fait, en fait, sur le tas. Et le plus dur, je trouve, c'est le personnage le plus âgé, donc qui meurt, qui se fait fatalement toucher par les Américains alors qu'il est sur le sidecar. Et pendant qu'il perd la vie, on a sa voix off, on entend ce qu'il pense, et en fait, il se dit quelque chose comme voilà, toute ma vie, bon, j'aurais été médiocre, j'aurais jamais réussi à rien faire. Damn, not again. I didn't make it to the finish line. What's wrong with me? I'm a total failure. Parce qu'en fait, il s'imaginait pas aller tuer l'ennemi, en fait, il voulait juste revivre un rêve d'enfant qui était celui d'arriver le plus vite possible à une ligne d'arrivée. En fait, il se reprojetait dans ce jeu d'enfant, et la ligne d'arrivée, pour lui, c'était la ligne de l'aéroport qui était défendue par les Américains. Donc voilà, c'est The Cockpit, et avec Le Tombeau des Lucioles, ce sont des incontournables de l'animation japonaise. Je pars en Occident, aux États-Unis, pour vous parler de 2 chefs-d'œuvre de Pixar. Pixar, c'est studio d'animation qui a été racheté par Disney, donc il s'est fait connaître avec Toy Story. Ce sont des gens extrêmement intelligents, extrêmement talentueux, qui arrivent à faire rire, mais qui arrivent aussi à faire pleurer. Ce qui est étonnant pour des films pour enfants, mais il paraît que les enfants, en fait, passent à côté de ça, ne se rendent pas compte de la dureté de leur récit parfois, et que c'est pour nous les adultes. C'est pour ça que c'est des films d'animation très intéressants, parce qu'en fait c'est pour tout le monde. Et je commencerai par citer Up, là-haut, puisque les 10 premières minutes, en fait, c'est là où, quand on est adulte, on finit par lâcher la petite larme. Ça raconte l'histoire de 2 enfants qui grandissent ensemble, ils se mettent ensemble, ils se marient ensemble, et en fait, on se rend compte qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, donc ils n'ont pas d'enfants, ils restent quand même très soudés, c'est un amour fusionnel, et elle, en fait, elle a des projets, et elle les repousse à chaque fois. C'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé, jusqu'au moment où elle meurt. Et en fait, ça, c'est un message extrêmement lourd, extrêmement triste, parce qu'en plus, on reste avec le personnage du vieux monsieur qui est le héros, qui est taciturne, qui fait la tête, qu'on peut même limite dire en dépression. Et après, il va rencontrer plein d'individus, plein de personnages qui vont le régénérer, mais n'empêche que ça commence de façon très dure. Et ensuite, il y a Vice Versa, qui est extrêmement fort aussi. On est en fait dans la tête d'une petite fille, et on voit ses émotions. C'est très difficile à résumer ce film-là pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais à un moment donné, la petite fille, pour passer une étape, pour s'en sortir, en fait, il faut qu'elle se libère, qu'elle se détache de son ami imaginaire. C'est d'autant plus fort que ça peut marcher de 2 manières différentes quand on interprète, c'est-à-dire que donc, soit on se souvient avoir eu un ami imaginaire et ça fait de la peine parce que effectivement c'est quand on est enfant, il faut s'en débarrasser, donc ça nous fait un peu de peine, ou soit on s'en souvient pas, et justement du coup ça veut dire que ce qui se passe dans le film, ça s'est appliqué à nous, et c'est d'autant plus triste qu'on n'en a plus aucun souvenir. Avant de quitter l'animation, je repasse en vous citant la série Paranoia Agent de Satoshi Kon. Il y a un épisode qui est très touchant avec 3 personnages, je ne vous en dis pas plus. Cette série, c'est un chef-d'œuvre, comme tout ce qu'a pu faire Satoshi Kon, et qui a été d'ailleurs totalement vampirisé par Hollywood. On continue les joyeusetés avec une petite catégorie qui va être celle de, on va dire, la mort d'un personnage par un autre pour abréger ses souffrances. Donc pareil, on pourrait citer des centaines de films, je vais m'arrêter sur 2 d'entre eux.
assez très différent, donc un film de Hong Kong de John Woo qui s'appelle Une balle dans la tête, qui est peut-être son meilleur film, c'est un de mes films préférés. Donc ça raconte l'histoire de 3 personnages principaux donc, qui sont très amis, qui sont balancés lors de la guerre. D'ailleurs on a une séquence qui rappelle Voyage au bout de l'enfer, donc on force à faire semblant de se tirer, enfin à jouer à la roulette russe, donc on fait semblant de rien, à un moment donné il y a un coup de feu qui part. Et il y a un des personnages qui dévisse complètement, qui devient complètement vénal, et qui en vient à, pour pouvoir s'échapper avec une caisse pleine d'or, à tirer une balle dans la tête de l'un des amis, en fait, pour qu'il se taise. Parce que sinon, il se faisait repérer par l'ennemi, il perdait son argent, et il veut absolument pas. Et des années plus tard, donc, il y a le héros qui retrouve le personnage qui se fait tirer une balle dans la tête, qui n'est pas mort, en fait, mais pour soulager la douleur insupportable, il doit prendre de la drogue. Et en fait, de fil en aiguille, il va demander au héros de l'achever. Voilà. Et ça me fait faire la transition avec un film qui n'a rien à voir, c'est La Mouche 2. Alors déjà, ceux qui ont vu La Mouche, ça se termine d'une façon bouleversante. Et dans La Mouche 2, qui est un film qui n'est pas du tout du même niveau qualitatif, on a quand même ce passage, moi en tout cas j'ai vu le film quand j'étais assez jeune, et je l'ai encore bien en tête. Donc ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a de l'ADN de son père, donc joué par Goldblum, qui est voué à devenir une mouche entre guillemets lui aussi, et donc il est dans un laboratoire, et il n'a pas d'amis forcément, et il sympathise avec un chien de laboratoire. Et en fait, le chien, on lui fait des expériences dessus également, et à un moment donné, en fait, ça tourne mal et le chien ne ressemble plus à rien. Ça fait vraiment mal au cœur, et le héros décide d'aller l'euthanasier dans une scène qui est vraiment très très lourde. Ma petite intervention est sur le point de toucher à sa fin. Je vais citer aussi Le Territoire des loups. C'est un film qui a été très mal vendu, je trouve, une affiche et une bande-annonce qui n'ont rien à voir avec ce dont parle le film, puisque le film ne parle pas tant de survie que de l'acceptation de la mort, en fait, de faire face à la mort, mais aussi de l'accepter. En fait, c'est un film qui, quelque part, résume pas mal des exemples que j'ai donnés depuis le début de la vidéo, et c'est un film qui est très touchant, qui est très beau, qui est très dur aussi, mais qui est très beau, une magnifique musique. Et c'est un film que personnellement je ne me lasse pas de revoir régulièrement et que j'aime bien conseiller. Et l'autre titre qui me vient en tête, c'est Danse avec les loups. Je pense que beaucoup de personnes ont été dévastées par la mort du loup Chaussette. Donc voilà, j'aurais pu citer 1001 films avec des morts qui sont très touchantes, bouleversantes. Il y en a qui citeront La Ligne Verte, Titanic, L'Impasse de Brian De Palma, L'Histoire sans fin avec le cheval, bien évidemment. J'imagine que si certains d'entre vous écrivent des commentaires, ils vont citer des tonnes de bons films à regarder. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment le plus touché quand je me suis posé un peu, que j'ai réfléchi. Et si vous ne les connaissez pas, j'espère que vous serez autant ému que moi j'ai pu l'être devant ces titres à l'époque. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.